Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir plusieurs petites choses aujourd'hui, et on va commencer par Square Enix qui veut sortir plus de jeux de meilleure qualité, à commencer par Final Fantasy XVI. Moi j'ai envie de dire, il est temps de se sortir les doigts, Square Enix. On sait que maintenant, tous les studios occidentaux de Square Enix qu'il y avait notamment au Canada ont été revendus à Embracer Group. Embracer Group d'ailleurs, il y aura une vidéo qui va les concerner dans un peu de temps. Et donc on sait qu'ils ont vendu leurs studios occidentaux à eux, pour une bouchée de pain hein, quand même, ils les ont vendus pour que dalle, pour s'en débarrasser et se concentrer sur leurs studios orientaux, donc les studios japonais et compagnie, pour déjà développer à mort les NFT, microtransactions, le Web 3.0, les cryptos, blablabla, tout ce que vous voulez, mais surtout pour continuer en fait à faire des jeux qui leur correspondent on va dire. Et ça commence du coup par Final Fantasy XVI, donc qui va sortir cet été, hein, en début de l'été, fin juin je crois, un truc comme ça. Square Enix a tendance à être imprévisible en tant qu'éditeur. Et oui, comme je vous l'ai dit, on nous sort... C'était la lettre pour la bonne année 2022, où le directeur de Square Enix avait dit ouais, nous allons être à fond dans les NFT, à fond dans le Web 3.0, dans le métaverse, tout ce que vous voulez. Et en fait, à aucun moment il a parlé de jeux vidéo, hein. Alors qu'ils ont quand même essuyé le gros scandale et cette grosse arnaque et cette grosse merde qui était Marvel's Avengers. Et il faut qu'ils arrivent à se relever en fait, il faut vraiment qu'ils arrivent à se relever. Là justement, prenez cette année seule par exemple, il a publié des critiques très promues de Forspoken. Très promu vite fait, hein. Forspoken en fait c'est très clivant comme jeu. C'est vrai que c'est soit vous l'aimez beaucoup, soit vous le détestez en fait. Et moi j'y ai pas eu le temps d'y jouer, mais de ce que j'ai vu, en regardant plusieurs tests et compagnie, ça a l'air sympa, mais ça a l'air vide en fait déjà comme jeu. Ça a l'air vachement vide. Mais le gameplay, il donne grave envie par contre. Le gameplay donne grave envie. Un monde comme ça, fantastique et tout, ça donne envie. Mais bon, apparemment, la narration est pas terrible. Et puis, enfin, le monde est vide quoi. Il y a pas beaucoup de PNJ, il y a pas beaucoup de trucs. On se fait vite chier apparemment. Enfin bon, bref. Je me ferai un avis quand j'y jouerai, hein, parce que ça c'est sûr et certain que j'y jouerai un jour. Le platine en plus, il est pas très compliqué à faire. Et moi, je passe ma vie à platiner des jeux, donc voilà. Donc très promu de Forspoken, puis à peine levé le petit doigt pour faire de la publicité pour l'Octopath Traveler 2. Ça c'est vrai, c'était sorti comme ça, là, pouf, d'un seul coup, c'était dispo. Pareil, je l'ai pas fait non plus, mais ça c'est parce que j'aime pas ce genre de jeu, c'est tout. Mais par contre, lui, il a vraiment été beaucoup apprécié, justement, acclamé par la critique, comme ils disent. Pendant ce temps, l'année dernière, il a laissé tomber une tonne de titres sur Nintendo Switch, dont aucun n'avait vraiment d'espace pour respirer. Ouais, ils ont spammé la Switch. Il y avait ça aussi. Ils ont sorti plein de jeux, plein de petits jeux. Et ils ont spammé la Switch, c'est incroyable. S'exprimant dans le cadre d'un briefing financier, l'entreprise a indiqué son intention de modifier sa stratégie pour aller de l'avant en se concentrant sur des versions plus importantes de haute qualité et d'attrait mondial. Donc des grosses licences, hein. Bien que cela puisse sembler une direction assez évidente à adopter pour la légendaire organisation japonaise, il est probablement juste de dire qu'elle ne l'a pas vraiment exécuté ces derniers temps. Bah, c'est vrai que Final Fantasy, le 16 il est là, mais on n'en entend pas trop parler non plus. Et puis leurs grosses licences, elles sont pas très présentes quoi, à Square Enix. Ils ont beaucoup joué en fait avec leurs studios occidentaux justement, mais leurs vraies licences, on les a pas beaucoup vues quoi. La société a déclaré aux investisseurs qu'elle travaillait à stabiliser ses bénéfices en augmentant le nombre d'abonnés à ses MMO comme Final Fantasy XIV. Ouais, lui il a eu un regain de popularité FF14. Il y a beaucoup de gens qui rejouent en fait, beaucoup de gens qui reviennent sur le jeu. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon après, est-ce que ça sauvera vraiment les murs? Je sais pas, hein. Cela garantit évidemment une source de revenus stable et cohérente, qui dit qu'il peut ensuite réinvestir dans le développement de titres de tente. De titres de tente, non, des titres de niche, je pense. Ou je sais pas, mais en gros, voilà, ça permet de générer des revenus pour sortir plus de jeux à côté. Mais bon, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, et miser que sur FF14, c'est un peu dangereux. Donc là, FF16, c'est un jeu qui est un peu plus ouvert, on va dire, qui est moins fermé dans le JRPG, on va dire, et donc dans les RPG un peu japonais. Et moi, du coup, il me tente, parce que moi, j'ai du mal avec les jeux comme ça, les JRPG, etc. J'ai jamais joué au Final Fantasy.
Mais il me tente pas mal en fait parce qu'il a l'air un peu plus dans les jeux que je joue, un peu plus dans le même style que les jeux que je joue. Donc à voir si j'aurai le temps de le faire ou pas. Évidemment, Final Fantasy XVI du mois prochain sera un lancement titanesque. Mais au-delà de ça, il y a Final Fantasy VII Remake Rebirth et Kingdom Hearts 4 en développement. Deux titres qui répondent certainement à son objectif de projet mastodonte avec un intérêt mondial. Et là, je viens d'apprendre un truc. Il y a un Kingdom Hearts 4 qui est en développement. Je savais pas. Je suis jamais tombé sur cette info. C'est incroyable. J'avais jamais fait gaffe. Ok, bon, autant pour moi. Dans la dernière vidéo où je parlais aussi du Summer Game Fest, à un moment j'ai parlé justement de Square Enix, etc., de Disney, et Kingdom Hearts 3, enfin 4 du coup, pardon, j'étais même pas au courant qu'il sortait, donc en fait moi j'ai dit qu'il y avait aucun jeu, mais autant pour moi, hein. On en apprend tous les jours. Nous sommes impatients de voir ce que l'éditeur peut faire à l'avenir, car peu d'entreprises peuvent égaler la production de Square Enix lorsqu'elle tire sur tous ses cylindres. Et ça c'est vrai, hein, ils ont quand même un rythme de prod assez effréné, on va dire. On va passer à la news suivante, c'est Avatar 2. Alors ouais, je parle un peu de film, hein, c'est normal, hein. Ici on parle de pop culture en général, beaucoup de jeux vidéo, mais de pop culture en général. Et la saga Avatar, parce que maintenant on peut appeler ça une saga, hein, il y en a deux excellents. Ça fait partie de, je pense, mes univers préférés dans la pop culture. Et je suis très content que là il arrive sur Disney+, et sur HBO Max en juin. Évidemment HBO Max, vous pouvez l'enlever en France, hein. Ça y est pas. Donc après, coucou à ceux qui prendront un VPN, hein. Retournez dans le monde de Pandora dans le confort de votre propre canapé lorsque Avatar The Way of the Water, The Way of Water arrive sur Disney+ le 7 juin. Mais attendez, si vous avez un compte Max, le service de streaming actuellement connu sous le nom de HBO Max, ouais parce qu'ils ont changé leur nom maintenant, qui deviendra Max le 23 mai justement, à la place, vous pouvez également le regarder le même jour. Merci aux offres de distribution précédentes. Avatar The Way of Water a été créé en décembre dernier, 13 ans après la première du film original de James Cameron en 2009. Il a suivi la prochaine génération de la famille Sully, mais plus important encore, il a introduit un groupe de baleines spatiales sensibles appelé Tulkum. Ouais, je sais pas si c'est ce qu'on peut vraiment retenir du film, quoi, mais il n'y a pas que les baleines, en plus, enfin des baleines spatiales, hein, c'est les baleines aquatiques, hein. Mais voilà, elles sont sensibles à Aiwa, etc. Enfin, il y a une connexion vachement intéressante entre les habitants des peuples de la mer et les Tulkun. Le film arrive à un peu plus de 3 heures, mais le regarder en streaming signifie que vous pouvez faire une pause quand vous voulez si vous avez besoin de courir aux toilettes. Et compte tenu de la quantité d'eau dans ce film, eh bien disons simplement que c'est un scénario probable. Mais dis donc, ils sont comiques chez Polygon. Si vous ne pouvez pas attendre le streaming, Avatar The Way of Water est également disponible à la location via Prime Video, YouTube et d'autres points de vente de location. Tout film apparaissant, blablabla, blablabla, blablabla. Donc voilà, sachez que pour ceux qui ont un VPN et qui sont sur HBO Max, vous pourrez avoir le 7 juin. Vous pouvez le regarder le 7 juin si vous ne l'avez pas encore vu au cinéma. C'est dommage de ne pas l'avoir vu au cinéma, après si vous n'avez pas eu le temps, voilà. Mais si vous avez eu le temps et que vous ne l'avez pas fait, délibérément, honte à vous. Honte à vous. Ensuite, on passe sur une news intéressante, et en même temps, fallait s'y attendre, hein. Zelda Tears of the Kingdom, encore lui. Ouais, si vous en avez marre d'être spammé, faut pas venir sur une chaîne de news, hein, parce que les longs, moi j'en suis spammé tout le temps, je joue pas au jeu, je pense que j'y jouerai jamais. Mais putain, le spam, j'en peux plus, hein, ça fait que 4-5 jours là, j'en peux plus. Frôle le demi-million de ventes en France. Pari réussi pour Nintendo. La dernière production du groupe japonais, Zelda Tears of the Kingdom, a réalisé un excellent démarrage commercial en France. Selon nos informations, le titre exclusif à la console Switch a frôlé le demi-million de ventes au cours du week-end. Demi-million, c'est incroyable. Et on est en France quand même, hein. Donc un demi-million de ventes en week-end, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ce chiffre ne comprend que les exemplaires physiques achetés au magasin et sur les sites d'e-commerce. Voilà, pourquoi je disais que c'était pas mal, c'est que c'est que du physique. Donc, comme on a vu dans une précédente vidéo, la proportion d'achat physique et d'achat en numérique est beaucoup plus haute en fait. Donc, le numérique est beaucoup plus haut que le physique. Donc, s'il y a 500 000 copies dans le physique, je vous laisse imaginer le nombre de copies en numérique, hein. Il faut y ajouter les ventes réalisées au format digital sur le magasin de Nintendo eShop, dont les performances ont toujours été gardées secrètes par le groupe japonais, comme d'hab. A titre de comparaison, FIFA 23, le jeu vidéo le plus vendu en 2022 en France,
avec 1,7 million d'unités, s'était écoulé au cours de son week-end de lancement à 420 000 exemplaires au format physique sur console PlayStation, Xbox et Switch. Et là, je sais pas si ça fait tilt pour vous, mais moi ça fait tilt. Je me dis 420 000 exemplaires pour un jeu comme FIFA déjà. Donc pour un jeu comme FIFA, un truc qui est quand même vachement attendu tous les ans par les fans, histoire de pouvoir recramer des SMIC et des SMIC et des SMIC. Ça c'est un autre débat. Mais c'est surtout que c'est un jeu multiplateforme. Et là, Zelda c'est exclu Switch. Donc 500 000 exemplaires sur une console, pour moi c'est beaucoup plus impressionnant que 420 000 sur 3 consoles. Vous voyez un peu le délire? Ils étaient aussi attendus tous les deux, mais il y en a un qui est multiplateforme et l'autre qui est exclu, donc qui brasse moins de monde. Les longues queues devant les magasins de Micromania et Fnac, on va rien dire, qui avaient exceptionnellement ouvert leurs portes à minuit jeudi soir, étaient un indice de l'engouement du public français. La Fnac de Paris à Saint-Lazare a, elle seule, accueilli 600 fans et a fermé ses portes à 2h du matin. Chez Micromania, certains magasins n'ont pas descendu le rideau avant 4h du matin. Les mises en vente nocturnes, courantes dans les années 2000, étaient devenues rarissimes dans le secteur du jeu vidéo en France. Oui, ça fait des années qu'on n'a pas vu des gens faire la queue comme ça. Mais bon, après, la sortie de Zelda, c'est un événement, fallait s'y attendre. Et justement, ce succès-là amène à autre chose. The Legend of Zelda, les créateurs de Tears of the Kingdom sont intéressés par un film après le succès de Mario. Et ça, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant et c'est tout à fait normal. J'augmente un peu les luminosité parce qu'on ne voit plus. Un film de Zelda pourrait-il aussi atteindre $1 milliard au box-office comme Mario l'a fait? Le producteur de Tears of the Kingdom, Eiji Aonuma, et le réalisateur Hidemaro Fujibayashi ont partagé qu'ils étaient intéressés par une adaptation cinématographique de The Legend of Zelda, en particulier après l'incroyable succès du film The Mario Bros. Et c'est sûr. Polygon a posé cette question à la paire, donc au duo, et bien qu'ils aient confirmé qu'il y avait certainement de l'intérêt, ce n'est finalement pas à eux de décider. Je pense que c'est au boss de Nintendo de décider, évidemment. Je dois dire que je suis intéressé, bien sûr, mais ce n'est pas seulement moi qui m'intéresse à quelque chose qui fait que les choses se passent, malheureusement, a déclaré Aonuma. Peut-être que la voix des fans est ce qui est le plus important ici, a ajouté Fujibayashi. La voix des fans, oui et non, Nintendo, ils ont pas non plus pour habitude d'écouter tout le temps leurs fans, Donc eux, ils vont écouter le business et le pognon qu'il y a à se faire derrière, c'est tout. Donc Mario a marché, si Zelda, les ventes du jeu, elles marchent à un niveau incroyable, évidemment qu'ils vont en faire un film maintenant. Ils sont lancés. Il est facile de comprendre pourquoi la perspective d'un film basé sur The Legend of Zelda est séduisante. Comme The Super Mario Bros, le film n'est récemment devenu que le 10e film d'animation à avoir franchi $1 milliard au box-office mondial. C'est énorme quand même. Et je crois qu'il est toujours au cinéma en plus, donc il va continuer. Si vous avez besoin d'une idée de ce qu'un film basé sur The Legend of Zelda pourrait être sûr de jeter un coup d'œil à nos débuts exclusifs de la bande-annonce. Ouais, bon après, la bande-annonce qu'il y avait eu en 2008, au secours. Mais voilà, donc, et là il le rappelle, voilà, c'est un jeu qui est l'un des meilleurs jeux, l'un des jeux les mieux notés, de Metacritic, avec un 96 quand même, c'est incroyable. Donc pourquoi pas, peut-être un film Zelda en préparation, qui sait. Moi je pense que j'irai le voir, Mario je l'ai toujours pas vu parce que j'ai pas le temps, mais d'ici là ce qui sort, Zelda je pense que j'irai le voir au cinéma. Je suis pas un grand fan de ces jeux-là, de cette franchise, mais je pense que j'irai le voir le film en fait. Ce serait vachement intéressant. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas vous pouvez vous abonner, lâcher un like, et vous pouvez me suivre aussi sur Twitter et tous les autres réseaux, tout est dans la description. Sur ce je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.